toujours un peu frustrant. C'est toujours un peu frustrant d'être en webinaire pour ceux qui interviennent parce qu'ils sont confrontés à leur écran et partiellement à leur visage parmi d'autres, voilà, et pas au public qui est devant. Donc, merci à tous et à toutes de participer à ce dernier séminaire donc, du cycle éducation populaire et transition écologique. Alors, la contribution de l'éducation populaire à la transition écologique n'est pas un domaine où on a des prescriptions toutes faites ou des propositions clés en main. Si c'était le cas, on les aurait déjà mis en œuvre. Dans ce cycle, on avance à petits pas. Ça va être un peu le fil directeur de ce séminaire de ce soir, c'est-à-dire les petits pas. Bon, néanmoins, on a capitalisé pour notre webinaire de ce soir, hein, pour l'organiser et pour organiser la discussion. Alors, on a d'abord 4 entrées pour spécifier l'éducation populaire. Donc, c'est des questions qui ont été abordées au cours des 2 précédents webinaires, un peu plus au cours du deuxième. Donc, on vous propose 4 entrées qui sont en gros les manières qui caractérisent l'éducation populaire dans sa globalité, c'est-à-dire démocratie, éducation, épanouissement et responsabilisation. Alors, par exemple, je peux citer à titre d'exemple deux illustrations. Souvenez-vous, Myriam du collectif de la transition citoyenne nous a parlé, c'était à Perros-Guirec, d'une expérience d'accompagnement d'un groupe d'élus municipaux pour les faire travailler sur le temps long. Voilà. Là, on est dans le chapitre démocratie. C'est-à-dire comment on essaye collectivement de passer à des niveaux de travaux qui sont notamment le temps long, sachant qu'on est tous plutôt contraints au temps court ou très court. Souvenez-vous aussi d'Annie Chouin, qui est une agricultrice participante du réseau Accueil Paysan, qui nous avait parlé des formations qu'elle faisait à la connaissance des plantes sauvages. Donc là, on est dans le chapitre éducation de la part d'une personne engagée dans l'accueil paysan. Donc on a tenu compte dans l'approche qu'on propose ce soir, effectivement, de ces interventions qu'on a eues précédemment. Alors, on a aussi tenu compte d'une manière approfondie des travaux du GIEC. Alors, c'est très intéressant de prendre en compte les travaux du GIEC parce qu'ils ne nous proposent pas forcément des actions très concrètes, ciblées. Ils nous proposent de raisonner en termes de conditions qui facilitent ou qui ne facilitent pas la transition écologique. Ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, éducation populaire. Par exemple, le GIEC dit évidemment la démocratie, c'est favorable à la transition écologique. C'est-à-dire, dans des régimes ou dans des modes de fonctionnement qui ne sont pas démocratiques, on est plus loin d'être en prise sur la transition écologique que si on a des systèmes de mode de fonctionnement démocratique. Alors, sur cette base-là, le GIEC va plus loin. Et par exemple, il dit, en fait, dans nos systèmes d'échange démocratique, il faudrait dépasser l'affrontement des convictions pour aller vers des moyens d'aborder les choses en
je perds le moins possible de conviction, mais j'accepte, je dirais, d'avoir des choses qui ne répondent pas forcément, strictement, intégralement à mes convictions. Il y a un mot, il y a un mot anglais qui est repris dans le GIEC qui est assez marrant, qui parle de l'eau, d'accepter les low convictions, c'est-à-dire le fait de pas tout obtenir ou de ne pas vouloir tout obtenir en termes de conviction. Voilà. Donc, à partir de ces éléments, donc, les 4 entrées d'éducation populaire, les interventions qu'on a eues au cours des 2 premiers, on a fait un texte problématique, un peu martyr, qu'on a adressé à nos 3 intervenants de ce soir, qui sont... alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'ils vont se présenter quand ils vont intervenir en premier, mais il y a 2 Audrey et puis Rémi qui simplement rappeler qu'ils représentent quand même des mouvements structurants en matière d'éducation populaire, puisque ce sont des consortiums d'associations ou de mouvements. Donc, ils pèsent quand même d'une manière assez importante dans l'action d'éducation populaire. Alors, comme les autres fois, on est contraint par la forme des webinaires. Donc, ce qu'on vous propose, c'est dès maintenant de poser des questions, faire des suggestions, des commentaires sur le chat. Et ça sera repris dans la deuxième partie du webinaire. Ça sera traité et les intervenants y répondront. Pour l'instant, on va fonctionner de la manière suivante. Donc, on a 4 chapitres. Le premier chapitre, globalement, couvrira le thème de la démocratie. 20 minutes par chapitre. Et nos 3 intervenants ont de l'ordre de 5 minutes pour, dans un premier temps, se présenter et puis développer. Alors, la consigne qu'on s'est donnée dans la préparation et déjà entre nous et avec eux, c'est qu'ils proposent des petits pas, qu'ils essayent d'entrer dans des manières un peu concrètes de problématiser, de proposer des actions. Donc, on va passer d'un chapitre à l'autre. On en a 4. On s'est réparti l'introduction des chapitres avec Eben, qui coanime avec nous, qui est le collectif pour la transition citoyenne. Donc, c'est d'ailleurs Teben qui va à l'instant introduire le premier thème et puis donner la parole à nos 3 intervenants que je remercie au passage d'être avec nous ce soir, parce que c'est pas forcément une tâche évidente, mais bon, je pense qu'on est là pour le progrès de l'éducation populaire. Voilà, donc, Teben, je te passe la parole. Merci Jean-François pour cette introduction et merci à vous toutes et à vous tous d'être là ce soir. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier thème qui est en effet celui de la démocratie. Et la question qu'on pose, c'est en quoi le mode de fonctionnement démocratique qui est propre aux associations d'éducation populaire est-il un levier pour la transition écologique? Pour être plus précis, ça pose des questions de comment est-ce que les prises de décision qui sont prises dans des mouvements d'éducation populaire, est-ce qu'ils prennent en compte d'autres intérêts que les intérêts des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques? Comment est-ce que ces décisions favorisent des formes d'égalité entre les sexes, par exemple? Comment ces décisions, est-ce qu'elles prennent en compte la nécessité de justice? Et comment est-ce que ces décisions prennent-elles aussi en compte d'autres intérêts tels que celui du temps long
qui peut aboutir à d'autres solutions que les prises de décision qui sont court-termistes, et comment est-ce que le niveau local peut-il aussi être pris en compte grâce aux méthodes de prise de décision qui sont propres à l'éducation populaire. Par rapport à ces différents enjeux, si la question est claire, Audrey et Rémi, est-ce qu'il y en a une ou un de vous trois qui veut commencer à élaborer sur le sujet? Audrey du CNAGEP, est-ce que tu serais partante? Oui. Bonsoir tout le monde. Donc moi, je suis Audrey Baudot, déléguée générale du CNAGEP. Et le CNAGEP, c'est le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et donc, pour répondre en fait à ces questions, moi, je vais m'appuyer sur les réflexions et les travaux qui sont faits dans un groupe d'appui au CNAGEP, qui est le groupe d'appui transition écologique du CNAGEP, et qui donc réunit des associations qui sont membres du CNAGEP et qui ont envie de phosphorer particulièrement sur cet enjeu. Donc, je m'appuie aussi sur cette réflexion. Pour répondre à la question, déjà, je vais juste vous dire que moi, je prends une phrase qui traduit, selon moi, la démarche d'éducation populaire et qui va du coup me permettre en fait de répondre aux 4 questions par des entrées. Tout simplement parce que je trouve que c'est une phrase qui illustre bien l'éducation populaire, même si vous me répondrez oui, mais il n'y a pas une définition de l'éducation populaire. Je sais, mais je vais vous proposer une phrase quand même sur laquelle je m'appuie. Étant entendu, donc, l'éducation populaire est une démarche en fait qui permet à tout le monde de regarder, d'analyser collectivement le monde qui nous entoure pour mieux le comprendre, pour agir et le transformer. Et du coup, dans cette phrase, pour démarrer, on va prendre le qui permet à tout le monde. Donc, avec tout le monde, pourquoi est-ce que c'est si important en effet ? Alors, c'est important pour plein de raisons. Et c'est important d'abord pour que tout le monde se mette en action, en fait, et pour inventer. Et franchement, au regard des questions écologiques, en fait, toutes les bonnes idées sont à prendre. Les bonnes idées de tout le monde, j'entends. On ne sert pas de trop pour inventer dès demain matin des solutions et des solidarités. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là de pouvoir mettre tout le monde en mouvement. Et j'ai dit solidarité parce que justement, la question est importante. Le GIEC le dit, il va falloir s'adapter parce qu'il y a de toutes les façons des dégâts irrémédiables. Et donc, dans le avec tout le monde, c'est aussi le fait de pouvoir finalement, toutes les solidarités qui vont être construites en temps normal, j'ai envie de dire, seront d'autant plus utiles en temps de crise ou en temps difficile. Et ça, c'est un élément aussi important et je pense que la crise sanitaire récente nous l'a montré. Toutes les solidarités en fait, qui sont créées, tous les liens que l'on fait par des actions d'éducation populaire, permet aussi d'affronter ensemble des difficultés à venir. Et donc, c'est vraiment aussi important pour ça. Alors, du coup, forcément, les associations d'éducation populaire, elles font en fait des choses, elles sont hyper actives sur cette question de finalement permettre au plus grand nombre, permettre à toutes et tous de, à un moment donné, se sentir légitimes pour agir. Et ça, on sait que ce n'est pas si évident que ça. Et les associations, elles savent en fait ouvrir des espaces pour permettre aux citoyens, aux citoyennes, notamment aux jeunes, de grandir en leur sein et de pouvoir se mettre en exercice la citoyenneté, quand même un préalable nécessaire pour retrouver ou trouver sa capacité d'agir et son envie d'agir. Alors, je donne 2 exemples qui, pour moi, illustrent cette capacité, à mettre finalement en action un ensemble de personnes et aujourd'hui doivent encore se développer. Mais je prendrais surtout en fait l'entrée de la place des jeunes.
notamment parce que c'est une question qu'on travaille beaucoup au CNAGEP. Voilà. Et en fait, aussi parce que c'est notre dernière... on a beaucoup travaillé dernièrement avec les jeunes sur cette question-là. Donc, je vous partage notamment ce qu'ils disent en fait et comment attraper, par exemple, très concrètement, dans mon association d'éducation populaire, demain matin, qu'est-ce que je peux faire pour finalement agir et permettre à plus de jeunes d'attraper aussi des sujets complexes et donc d'entrer dans un exercice concret en acte de démocratie. Donc ça va être pareil des idées en fait qui sont déjà exercées dans les associations, comme le fait de pouvoir mettre en place des systèmes de binômes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans du compagnonnage, lorsqu'on met en place des systèmes de un moins de 30 ans, un plus de 30 ans, ou ça peut être même sur d'autres, ce n'est pas forcément qu'avec des jeunes, mais en tous les cas, une personne qui a l'habitude d'être dans des fonctions complexes de l'association et une qui en a moins, de pouvoir imaginer ces temps de binôme, ces temps de compagnonnage, à la fois, ça met en exercice, ça met en responsabilité, et en même temps, ça crée de la relation aussi, du compagnonnage qui ouvre plein de choses. Et c'est aussi se permettre dans une association finalement d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses qui peuvent tout à fait faire participer. Et je pense que ça participe à notre question parce que, en effet, cette transition écologique, elle ne pourra pas se faire si on n'inclut pas largement tout le monde. Donc, c'est vraiment cette transition écologique démocratique. Voilà, comment ça va ensemble. Je donnerai juste un deuxième exemple aussi. C'est dernièrement, donc toujours avec des démarches de participation des jeunes. On a un CRAGEP à La Réunion. Et en fait, ils se sont interrogés, ils se sont dit quels sont finalement. Alors, ils disent, eux, nous, déjà, les jeunes à La Réunion, c'est déjà pas la parole qu'on entend le plus. Donc, déjà, la parole des jeunes, elle n'est pas la plus écoutée. La parole des jeunes réunionnais, elle l'est encore moins. Mais on a sûrement encore à l'intérieur d'autres jeunes qui le sont encore moins. Et ils ont trouvé dans le cirque de Mafette, qui est un espace à La Réunion assez isolé, en fait, ils ont été à la rencontre des jeunes mafettés. C'est à 4 heures de marche. Il y a on ne peut pas y aller en transport. Il faut y aller à 4 heures de marche. Et ils ont été rencontrés, les jeunes mafettés, pour leur demander finalement quelles étaient aussi leurs paroles, ce qu'ils avaient envie d'exprimer, etc. Et je trouve que c'est aussi une démarche extrêmement intéressante de se dire, mais quel est en fait, quel est le public ou quelles sont les personnes que je n'ai pas encore été rencontrées, que je n'ai pas été voir. Il y a toujours en fait. Il y a toujours plus éloigné. Et du coup, sur leur travail, ils ont passé une journée, ils ont pris leur sac de rando, ils ont fait 4 heures aller de marche, 4 heures de retour, ils ont été rencontrer ces jeunes-là, voilà, et ils ont été, voilà, pour s'interroger finalement à ces publics toujours les plus éloignés et comment on peut aller à leur rencontre. Je trouve que c'est aussi un exemple assez intéressant sur cette démarche d'aller inclure et d'aller chercher ceux qui sont éloignés, et parce qu'on ça permettra aussi de les inclure sur des questions qui sont celles aussi de transition écologique. Merci beaucoup Audrey pour cette première intervention et merci d'avoir respecté la consigne des 2 premiers petits pas. C'est top. Rémi, par exemple, est-ce que tu as envie de prendre la suite? Oui, pourquoi pas. Donc, bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Donc, je suis Rémi de Montaigne, délégué national de l'UNADEL, l'Union nationale des acteurs du développement local, et donc qui aura peut-être bientôt l'agrément éducation populaire pour le coup, mais qui se revendique en tout cas depuis pas mal de temps éducation populaire. Et je travaillais avant pour un gros réseau d'éducation populaire que sont les foyers ruraux. On a aussi des liens avec les centres sociaux au niveau de l'UNADEL, avec les MRJC, etc. Donc avec pas mal de réseaux d'éducation populaire. Et c'est vrai que ce rapprochement entre transition et éducation populaire, ça fait quand même quelque temps que ça mérite d'être creusé. On voit qu'il y a beaucoup de choses autour des transitions qui se font, notamment dans les collectivités. Nous, c'est l'angle qui nous intéresse. Beaucoup de choses qui se font du côté des initiatives citoyennes, beaucoup d'initiatives citoyennes qui sont porteuses de démarches de transition. Mais un des problèmes que nous, on a identifié, c'est que les deux se rencontrent assez peu. Et que c'est un peu la posture, en tout cas, que nous, on essaie d'avoir au niveau de l'UNADEL, c'est comment
Et ça rejoint tout à fait ce que pouvait dire Audrey tout à l'heure, c'est la transition avec tout le monde, comment faire en sorte qu'on arrive à créer des dynamiques de transition qui permettent de faire en sorte qu'on ne soit pas d'un côté, enfin qu'il n'y ait pas d'un côté des initiatives des collectivités et de l'autre des initiatives des citoyennes, mais qu'elles soient bien toutes rassemblées dans quelque chose qui nous paraît être vraiment un creuset très important pour ça, c'est-à-dire le territoire, avec toute la notion, la définition, la largeur que ça peut impliquer. Territoire au sens étroit, hein, enfin, la petite commune, le quartier, ou territoire au sens plus large. Et par rapport aux travaux qu'on peut mener, on a un dispositif qui s'appelle les écoutes territoriales, qui consiste à aller sur un certain nombre de territoires, d'aller rencontrer le plus d'acteurs possible. Quand on parle d'acteurs, nous, à chaque fois, on essaie d'avoir vraiment le triptyque élus, citoyens, habitants, société civile. Voilà, on essaie aussi d'élargir avec toute la partie entrepreneuriale, les entreprises de développement économique. Donc, on essaie de rencontrer tous ces acteurs-là et on essaie d'en tirer certains enseignements et certaines logiques pour réussir à faire en sorte de voir comment est-ce que tous ces acteurs peuvent agir de concert autour des enjeux de transition. Un des points qui est important quand même à relever sur la question des transitions et qui peut peut-être mettre tout le monde à l'aise, en fait, la transition, on ne sait pas trop faire, personne ne sait faire. Et ça, il faut en avoir bien conscience. C'est-à-dire qu'il y a personne qui a même de donner des leçons sur ce que c'est que la transition. Déjà, nous, on peut constater quand on va justement dans les territoires que quand on arrive, ouais, on vient voir comment est-ce que vous travaillez les enjeux de transition et de gouvernance sur votre territoire. Ok, c'est quoi la transition, c'est quoi la gouvernance, très concrètement, voilà, on commence par ça. Et c'est là où on voit bien que voilà, ce terme de transition, aujourd'hui, il a quand même une espèce d'acception commune, mais derrière, personne ne sait faire. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu d'éducation populaire qui est, on va apprendre tous en marchant. C'est quoi le chemin exact de la transition? Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il me semble que le territoire et justement comment l'ensemble des parties prenantes d'un territoire s'inscrivent dans une même dynamique. Alors ça peut être à travers un projet de territoire qui est élaboré en commun et qui permet de créer un vrai mouvement. C'est aussi ça qui permet justement de rassembler les acteurs. La logique des petits pas, elle est plus qu'intéressante. Ce qu'on voit, c'est que pour faire la transition, il faut semer plein de graines. Par contre, toutes ne poussent pas. Malheureusement, ça fait partie des choses qui sont à constater sur la transition, parce qu'il y a ce besoin justement de conditions ensuite externes qui sont très très importantes. Et quand on parle de pouvoir d'agir des individus, on peut parler de pouvoir d'agir des collectifs. Il faut réussir à parler aussi de pouvoir d'agir d'un territoire dans lequel tout le monde justement essaie de contribuer et de s'embarquer. Et on voit bien par exemple, nous, on a pu constater des logiques d'éco-hameaux ou l'exemple assez classique de néo-ruraux qui viennent racheter une ferme, etc., et qui ne pensent pas forcément à cette intégration au territoire. Et autant la démarche de l'éco-hameau, elle est très, très bien pensée, elle est très poussée avec vraiment des logiques très démocratiques, mais par contre, l'implantation sur le territoire, le lien avec les besoins locaux, le lien avec les acteurs qui sont déjà là, etc., elle n'a pas été anticipée. Et ça peut créer des crispations. Et justement, comment est-ce qu'on arrive à créer des espaces pour débattre de l'intégration de projets comme ça? Comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans des dynamiques territoriales? Et du coup, voilà, ce qu'on dit au niveau des transitions, c'est qu'un petit pas peut vite s'épuiser s'il ne s'inscrit pas dans une ambition qui est plus grande. Et je fais référence là à Losanguel. Alors, c'est une ville du nord de la France qui est assez connue sur les enjeux de transition et que nous, on a bien suivi. Et le maire de Losanguel, donc Jean-François Caron, parle d'étoiles et de petits cailloux. Les petits cailloux, c'est ces fameux petits pas, et l'étoile, c'est cette espèce d'horizon commun qu'on se donne aussi pour l'atteindre. Et pour se donner cet horizon commun, c'est important de travailler sur ce qu'on appelle la mise en récit du territoire, où on essaie de relever dans le territoire ce qui peut nous amener aux transitions, à la fois les ressources, les besoins, les choses qu'on a déjà accomplies ensemble,
pour pouvoir nous amener, enfin le valoriser et inscrire une espèce de chronologie, un sens. En fait, c'est ce qui manque aussi sur les territoires et pour les transitions. Il y a ce besoin de sens et de signification à tous les petits pas qu'on amène. Et donc, cette mise en récit est une façon de faciliter la transition. Et je vais m'arrêter là pour cette première partie. Super, merci Rémi. Eh bien, Audrey, du coup. Merci. Donc moi, je m'appelle Audrey Oriot et j'ai été invitée au titre de Transiscope. Donc Transiscope, c'est, on peut dire que c'est un mouvement qui a permis, ou plutôt un projet qui a permis à des associations qui œuvrent pour la transition et pour les transitions, pour reprendre le commentaire du chat, de faire ensemble. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que donc c'est un projet de cartographie. C'est une cartographie agrégative de les alternatives aujourd'hui en France, en Europe, et puis ça s'internationalise de plus en plus. Le principe à l'origine étant que chacun des acteurs autour de la table, qui étaient plutôt des acteurs assez... qui étaient déjà assez avancés sur leur outil cartographique, demandaient aux autres de venir évidemment contribuer sur leur système, leur façon de faire. Donc quelque part, la philosophie du projet était de dire ne demandons pas à un des membres d'adopter un standard commun, mais inventons une façon de traduire et donc de rendre interopérable, c'est un peu un gros mot, mais bon, de permettre en gros aux informations d'être agrégées, et donc on voit les informations de tout le monde. Ce qui est une posture et une logique évidemment technique, mais ce qui est surtout une posture philosophique. Et donc, quelque part, ce projet-là, il est intéressant parce qu'on parle de coopération et de comment est-ce qu'on fait ensemble avec des acteurs dont on peut penser qu'ils sont très proches, les Colibris, Alternativa, Cap Pacap, voilà, on peut se dire oui, bon bah c'est quand même des gens qui sont pas très loin, et pourtant qui ont des cultures en fait et des identités singulières et qui se perçoivent et se voient comme étant extrêmement différents. Et là où je rejoins la question posée par le texte sur la démocratie, donc pour vous le redire, la question du low regret anticipation, donc comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions avec des anticipations de moindres regrets. Il nous est apparu assez vite qu'une des solutions pour fonctionner ensemble, c'était aussi non pas de chercher un consensus, mais de fonctionner plutôt au consentement. Donc effectivement, plutôt autour de bon, ça je peux vivre avec. Voilà, c'est pas forcément la solution que moi j'aurais choisie, mais dans la mesure où ça convient au collectif et où je peux vivre avec, et où mon organisation peut vivre avec aussi, alors on va pouvoir avancer. Et il me semble que dans ces questions transition et démocratie, il y a beaucoup de choses à inventer. Et je rejoins ce qui a été dit aussi sur la question des récits, la question des imaginaires. Et on a beaucoup travaillé des références communes sur qu'est-ce qui parlait aux uns et aux autres comme manière de fonctionner, dans quoi on pouvait se reconnaître comme imaginaire pour arriver à prendre des décisions en commun et avancer autour d'un projet collectif, mais aussi chacun à notre rythme, mais aussi chacun avec son identité. Et donc on s'est beaucoup accordé autour de l'imaginaire de l'archipel, qui a été notamment développé par un poète qui s'appelle Édouard Glisson, et avec cette idée que chaque organisation, quelque part, c'est une île, et tous ensemble, on forme un archipel, avec cette idée assez révolutionnaire du centre vide, c'est-à-dire que où est quelque part le centre n'existe pas et on va le remplir
de nos projections communes. Et je pense que le fait de se décaler de nos fonctionnements associatifs habituels, avec parfois des procédures démocratiques qui peuvent être instituées, très instituantes, et qui peuvent paraître aussi parfois des freins à des gens qui ont envie de faire autrement. En tout cas, cet endroit-là, ça a permis d'expérimenter, d'inventer, parce que justement, on n'était pas à l'intérieur, on était dans un espace de coopération qui nous laissait de la marge de manœuvre, quoi, pour fonctionner différemment, et la dernière chose peut-être, qui est sans doute qui peut paraître une évidence, mais qui moi me paraît super important, c'est la question de comment est-ce que ça s'anime une vie démocratique et comment est-ce que ça se fait vivre, et ça nécessite des moyens, de l'attention, des compétences. Et je pense que si on parle d'inclusion, si on parle de faire participer des jeunes, de la répartition de la parole, de comment est-ce que le pouvoir est réellement réparti, comment on prend ces sujets à bras-le-corps, et on sait que dans les associations d'éducation populaire, parfois il y a beaucoup de beaux discours, et il y a aussi parfois des actes ou des fonctionnements qui ne sont pas complètement raccords. Je pense que c'est aussi comment est-ce qu'on s'y attelle à l'intérieur, avant de faire des leçons de morale, ce serait un peu ça mon premier petit pas, ce serait expérimentons des choses et petites sur la démocratie, et effectivement, et partageons-les surtout, on en reparlera tout à l'heure je pense, mais voilà, comment est-ce qu'on met en commun tout ça? J'ai dit. Super, et merci Audrey aussi pour ces prochains petits pas. Eh bien, enchaînons directement, et Jean-François, je te redonne la parole alors. Et on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Voilà. Donc, alors, il faut vous dire que je vous parle d'Euroville, qui est la cité utopique, un éco-hameau, comme dirait Rémi, donc, qui est situé au sud de l'Inde. Hein, et donc, j'y suis pour un an, et je travaille dans le laboratoire de langue, puisque dans cette cité d'Euroville, il y a 25 nationalités, avec une majorité d'Indiens, et le reste qui se répartissent en 25 nationalités. Donc, vous devinez que la problématique des langues est une problématique importante de cette cité. Alors, je vais y revenir un instant pour donner un exemple, parce qu'après tout, voilà, je suis sur un lieu qui était un désert il y a 50 ans, et qui maintenant est une espèce d'oasis écologique, quoi. Enfin, qui a vraiment travaillé à fond sur comment préserver une cité, comment construire et préserver une cité dans un cadre qui n'était pas du tout favorable. Alors, éducation populaire, revenons quand même au thème de l'éducation. Donc, éducation, c'est un des deux mots d'éducation populaire. Donc, là, on est sur l'ADN, un des ADN de l'éducation populaire, la question de l'éducation. Je vais vous prendre 30 secondes l'exemple de ce que je vis à Euroville. En fait, actuellement, il fait 40 degrés. Hein, en journée, il fait 40 degrés. Et je travaille dans un labo où la température moyenne doit être de 24 degrés, et on n'a aucun élément d'air conditionné électrique. C'est-à-dire qu'en fait, le collectif d'Euroville, en tenant compte d'ailleurs des savoirs locaux, a réussi à faire un bâtiment éducatif qui n'utilise aucune électricité, en tous les cas
qui serait celle d'air conditionné. Voilà. Là, sachant que il fait donc 40 degrés à l'extérieur et que l'Inde actuellement, il y a 14% de la population qui a l'air conditionné. La température se réchauffe d'année en année, parce que vous avez tous entendu parler qu'un peu plus au nord, il fait 50 degrés, et que si vous imaginez, si l'Inde se mettait les 1,3 milliard d'habitants à avoir tous l'air conditionné, sachant que l'électricité en Inde est produite à 70% par le charbon. Voilà. Donc, voilà, c'est ça aussi une problématique de la façon dont on construit un outil éducatif en tenant compte de la problématique de la transition écologique. Là, voilà. Alors là, on est sur un outil qui est... Mais, voilà. Sachant d'ailleurs qu'à Auroville, l'outil éducatif est privilégié par rapport aux autres formes d'habitation que sont l'habitat ordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde n'a pas ce système d'aération des maisons. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur la valeur éducation comme étant clé dans la prospérité d'une communauté. Alors, la question qui se pose dans le thème éducation et éducation populaire, c'est qu'est-ce qu'il faut enseigner, à quoi faut-il éduquer. Alors, on sent bien que ce n'est pas forcément des contenus d'enseignement qu'il faut enseigner ou éduquer, c'est des nouveaux rapports c'est des nouveaux rapports à la nature. C'est des nouveaux rapports à la consommation, c'est des nouveaux rapports à l'habitation, c'est des nouveaux rapports à la façon d'enseigner dont je viens de prendre l'exemple à l'instant. Voilà. Donc, vaste sujet, mais là, du coup, on est pris par rapport à l'essence de ce que sont nos actions, savoir éducation populaire. Voilà. Donc, je ne sais pas qui veut, de nos trois intervenants, intervenir maintenant pour problématiser et faire des suggestions sur ce thème. Une des deux, Audrey, Rémi. Je peux redémarrer si vous voulez. Bon, Audrey, oui. Sur cette question-là, du coup, moi, j'ai pris deux angles, parce qu'en fait, c'est vrai que sur l'action éducative et les questions d'éducation, on pourrait, je pense, dire beaucoup, mais j'ai pris deux entrées qui me semblent être vraiment emblématiques de la démarche d'éducation populaire. D'abord, dans cette fameuse phrase que je vous ai dite au départ, il y a quand même cette idée d'observer ensemble, d'analyser ensemble, voilà, et je pense que c'est important que l'éducation populaire continue d'offrir des espaces comme ça collectifs pour regarder ensemble. Et en fait, c'est important de regarder ensemble parce que c'est en fait tout simplement ne pas rester isolé face à ces enjeux si quand même déconcertants. Donc, c'est déjà ne pas être isolé et donc créer des espaces pour analyser ensemble. C'est déjà une première chose importante. Et du coup, pour moi, il y a le premier aspect, c'est le croisement, c'est-à-dire le croisement des savoirs. Et le fait de pouvoir se dire que finalement, l'éducation populaire, elle doit continuer ça, elle sait faire quand même relativement bien, de permettre des regards croisés en fait, et des approches croisées, donc de pouvoir réunir autour d'une même table des chercheurs, des chercheuses, des scientifiques, des acteurs associatifs, des témoignages individuels, bref, des regards différents qui vont à leur manière apporter quelque chose. Et ça, je pense que
c'est fait, c'est pas toujours fait, il y a encore des marges de progression, mais en tous les cas, l'éducation populaire a quand même voilà, un peu d'expertise pour faire ça, et que c'est ce qui va permettre vraiment de construire des solutions et des réponses pour aujourd'hui et demain, quoi. C'est comme ça, c'est parce qu'on aura mis une diversité de regards autour de la table et qu'on va accueillir en fait des expertises d'usage et des expertises scientifiques et que on va croiser tout ça, qu'on va peut-être se permettre d'inventer des nouvelles choses. Donc, il y a vraiment ce point-là qui me semble extrêmement important. Et du coup, ça relie quand même avec le premier sujet de la démocratie, hein, bien sûr, c'est-à-dire de pouvoir enfin aller sur une égale considération des expertises, des regards. C'est quand même aussi un enjeu démocratique, mais c'est vraiment un enjeu aussi voilà, de comment on construit des actions, comment on construit des savoirs partagés et qui ne nient pas justement les connaissances des uns et des autres. Voilà, parce qu'il y en a quand même encore aujourd'hui dans nos histoires, dans nos savoirs, des choses qu'on continue d'appréhender selon des modèles hyper anciens qui ont été toujours pensés par les mêmes. On ne renouvelle pas aussi la fabrication des savoirs, quoi. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là, je pense. Et le deuxième, c'est que j'aurais pu d'ailleurs mettre aussi dans la thématique d'après épanouissement, enfin bon voilà, je le mets là, c'est et alors excusez-moi, juste pour dire en tous les cas que dans les exemples concrets, moi ce que je retiens de certaines associations qui le font sur ce croisement des savoirs et que je trouve intéressant, c'est notamment par exemple d'aller constituer dans son association un comité scientifique. Il y a de différentes associations qui le font, ça. D'avoir un comité un peu scientifique qui va réunir justement des chercheurs, des chercheuses, des scientifiques sur X sujet, etc. et qui, à un moment donné, sont une espèce de bulle aussi de réflexion qui permet de donner des orientations, des idées, des choses pour construire les actions éducatives. Et ça, c'est quand même aussi des espaces qui peuvent être intéressants voilà, pour ouvrir des espaces de savoir partagé et qui peuvent venir nourrir ensuite les programmes éducatifs de l'association et les actions. C'est assez intéressant. Il y a aussi le fait d'avoir, et je pense toujours à mon « et demain matin » ce que je fais, ça peut être aussi tout simplement de monter un partenariat, un partenariat avec une association. On n'est pas obligé d'avoir la science infuse sur tous les sujets. Il faut savoir s'appuyer avec les camarades des associations qui ont des expertises aussi sur des sujets, donc des associations environnementales qui ont des expertises sur des sujets, et justement, ou des associations ou une université, créer un partenariat avec une université qui va pouvoir apporter d'une autre manière des savoirs, mais aussi, je pense à des associations qui travaillent avec des publics qui sont différents de l'association dans laquelle je suis et qui vont permettre en tous les cas justement de sortir de l'idée que mon association doit être exemplaire et parfaite sur tous les sujets et doit tout savoir, mais bien qu'il y a justement aussi des associations qui ont des expertises ou d'autres acteurs à aller chercher. Et un partenariat demain matin, démarrer par c'est une chouette idée. Et le deuxième point, c'est aussi que je trouve que finalement, l'éducation populaire a ça d'intéressant, c'est de souvent inviter à prendre de la hauteur ou de la distance, comme vous voudrez, pour avoir une approche globale, justement. Et sur les enjeux environnementaux particulièrement, elle invite à une convergence des enjeux écologiques, économiques et sociaux. Et je pense que là-dessus, il faut continuer. Enfin, je pense qu'il y a un travail aussi à pouvoir se dire qu'en fait, on le sait bien, en fait. On le sent qu'une approche d'expert hyper technique sur la plus-value des éoliennes, ça ne va pas suffire. Donc, il faut avoir sortir de cette expertise-là hyper technique et se dire qu'il y a des enjeux qui doivent être regardés ensemble. Et là-dessus, ça veut dire, c'est pour ça que j'aurais pu le mettre aussi dans épanouissement, ça veut dire qu'il faut continuer d'ouvrir des espaces où on va inviter des personnes qui pensent aussi un peu autrement. Et il y en a. Alors, il y a des penseurs, des auteurs, des hommes, des femmes qui proposent d'autres façons de penser le monde économique et social, de penser le monde, etc. Et il faut pouvoir à les inviter, discuter avec eux, mettre en débat. Voilà, parce que ça, c'est, je pense, encore pas assez. On reste trop sur nos poncifs. On reste trop sur nos prêt-à-penser, en fait, nos manières de penser les modèles comme si, en fait, on ne pouvait pas en sortir.
Ah, il y a un modèle économique et on ne peut pas en sortir. Il y a un modèle, voilà. Et ça, pour penser la transition écologique, c'est aussi important. Et donc, dans le rapport à l'éducation et à ce qu'on partage et à ce qu'on transmet et à quelles actions éducatives, eh bien, avoir cette ouverture de convergence des enjeux et de pouvoir aller vers aussi d'autres façons, d'autres regards de penser notre monde aussi dans son rapport économique et social, c'est aussi, je pense, quelque chose que l'éducation populaire sait faire et doit continuer. C'est, je pense, un point extrêmement important. Et voilà, pour se permettre d'aller justement vraiment faire des pas de côté. Et du coup aussi, ouais, et ça, c'est vraiment... c'est une action, c'est-à-dire demain, inviter, rendre accessible et mettre en débat des auteurs, des autrices qui pensent autrement, qui proposent d'autres récits économiques, sociaux, etc., c'est de l'action d'éducation populaire. Donc voilà, sur les questions éducatives, voilà. Mais j'aurais eu plein d'autres points à évoquer. Peut-être que les camarades vont faire. Audrey ou Rémi, on peut faire une alternance avec Rémi à ce moment-là. Oui, vas-y Audrey, on change un peu l'ordre. Révolution. Ça marche. Moi, ce que ça m'évoque, ma question. Alors, d'abord, ça m'évoque une expérience tout à fait personnelle de la rencontre de l'éducation populaire dans mon parcours de vie. Ça a été très clairement, je parlais de révolution, mais pour de vrai, une vraie révolution copernicienne. Et je viens plutôt d'études assez classiques. Voilà, et le fait d'imaginer qu'on puisse se former et être formé différemment, je l'ai rencontré assez tard dans ma vie d'adulte et je le déplore, mais pourtant ça a quand même réussi à me transformer alors que j'avais une vingtaine d'années et à changer complètement mon parcours ensuite professionnel. Et donc les méthodes d'éducation populaire en formation d'adultes notamment, moi, c'est voilà, ce que je transmets aujourd'hui. Effectivement, c'est déjà pour moi être dans la transition, ou en tout cas dans une autre façon de faire, d'imaginer le monde, d'imaginer le rapport aux autres. Il y a un sujet qui gratte pour moi, parce que je pense que c'est intéressant aussi d'aller chercher les sujets les plus... Voilà, les moins évidents, peut-être aussi pour nos associations, c'est la mise en commun. Moi, ce qui m'anime dans mon travail, et c'est pour ça que je me suis présentée aussi sous le nom d'Animacop, qui est un collectif qui travaille sur les questions de coopération, c'est comment est-ce qu'on ne perd pas de temps à refaire 150 000 fois la même chose dans toutes nos associations en parallèle. Et pour moi, du coup, le fait de partager ce qu'on fait, et de le partager sincèrement, et de le partager avec notamment des licences qui permettent de le faire, donc de type voilà, Creative Commons quand c'est pour du contenu, des textes, voilà, en tout cas le fait de partager des choses et de permettre la contribution, pour moi c'est essentiel. Et donc du coup, je veux bien vous partager juste en termes d'exemples. Hop, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Un petit espace qu'on a créé qui s'appelle Interpol et dont le sous-titre, c'est des ressources mutualisées pour coopérer, partageons pour être moins cons. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est un peu la philosophie qu'il y a derrière, qui est de se dire, bah voilà, on était toute une tripotée de gens qui travaillons sur les questions de coopération, d'animation de groupe, de voilà, comment est-ce qu'on arrive à mettre en commun ce qu'on fabrique, à la fois voilà, des formats, des techniques, des outils numériques, parce qu'on considère aussi que la transition, il y a besoin de travailler sur des outils numériques, et par exemple des outils numériques qui peuvent aussi être libres, ou qui peuvent être... Voilà, qui travaillent sur leur empreinte écologique, et puis aussi des récits d'expérience, des choses... un des principes, c'est qu'on peut du coup venir contribuer
dans cet espace-là. Et quand on a des idées, bah, on vient ici ajouter une petite technique, un petit format d'animation. J'arrête mon partage d'écran. C'était simplement une vision un peu concrète du fait que si on arrive à mettre en commun toutes nos solutions sur... voilà, pour rejoindre Audrey, il n'y a pas une solution, mais il y en a des milliards. Effectivement, il y en a un certain nombre qui ne pousseront pas. Mais ces espaces de partage et les conditions du partage, ça me paraît super important de travailler dessus. Et une fois que j'ai dit ça, on a dit qu'on ne parlait pas d'injonction. Donc c'est un peu contradictoire parce que oui, c'est un peu une injonction. Et en même temps, pour travailler là-dessus depuis de nombreuses années, je sais bien que les freins sont forts et qu'on a toujours l'impression qu'on va perdre son identité, qu'on est parfois dans des modes de survie dans nos assos financières. On a aussi été beaucoup mis en compétition par l'État autour d'appels à projets, donc il y a aussi des logiques de concurrence qui se sont installées. Et pour autant, de mon point de vue, si on veut être dans des postures d'éducation qui sont congruentes, oui, en tout cas qui sont en relation avec ce qu'on défend, et ben, il va falloir aussi faire ce pas de côté sur c'est mon guide BAFA BFD, c'est voilà, il y a des choses à mettre en commun, et le temps qu'on récupère, il va nous servir à faire autre chose, quoi. Et du coup, avoir ces discussions de fond, à aller lire les livres qu'on doit lire, et voilà, je pense qu'il y a on a de quoi gagner en efficience collectivement. J'ai dit. Merci Audrey. Si on respectait le temps, Rémi, il te resterait 1 minute. Mais bon, on va te laisser quand même un peu plus de temps. Surtout qu'on a de la marge en deuxième partie. Donc, vas-y, exprime-toi pleinement. Je vais quand même essayer de faire court, pour dire, voilà, qu'en matière d'éducation et de formation, il y a besoin d'impulser aussi ce goût de l'expérimentation, le fait d'oser de partout là où on est. On a un gros besoin aujourd'hui d'inventer, à la fois de nouveau, mais pas un nouveau qui balaye tout ce qui a été fait par le passé, mais un nouveau plus dans la culture et la façon de penser. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle énormément de coopération, on parle pratiquement que de ça, de coopération entre acteurs, d'être plus inclusif dans nos pratiques, y compris, donc voilà, coopération vraiment au sens large, de créer des partenariats, etc. Et d'être vraiment dans cette culture commune de la coopération. Et il me semble que pour ça, évidemment, il n'y a pas de recette unique, il y a plusieurs chemins à faire, mais c'est aussi un appel à sortir aujourd'hui d'une culture de la binarité qui nous est un peu imposée quand même. Et puis qu'on alimente, évidemment, chacun à nos niveaux. C'est une culture qui est peut-être valable pour les combats politiques, donc elle a une réalité, mais parfois elle se limite aussi à la réaction par stimuli, en fait, une intelligence un peu du clic. Tiens, je vois un truc et automatiquement je suis pour ou je suis contre, ce qui est peut-être un peu problématique pour réussir à créer cette culture commune. Et je pense qu'on a tous ensemble à envisager voilà, tout un schéma sur la reliance, un vocabulaire de la reliance, une posture de la reliance, y compris avec tous les mots qu'on emploie sur la transition. Il y a pas mal de personnes encore qui parlent de transition en parlant d'environnement, avec toute la notion que ça veut dire. Donc l'être humain au milieu et puis tout le reste qui est pensé comme un environnement, un simple décor. Et ça contribue à cette pensée de la coupure et parler d'écologie, voilà, intégrer vraiment l'homme à cette planète Terre complètement et pas en faire juste un décor pour nos belles activités, c'est déjà un premier pas. Et dans cette idée-là, peut-être que justement les choses qui peuvent être expérimentées et nous dans notre
ça vaut ce que ça vaut, mais dans notre association, on essaie de plus en plus de parler d'un développement sensible et coopératif, de ne pas être que sur le rationnel, justement, d'être dans l'argument, contre-argument, etc., mais aussi d'être sur la part émotionnelle, d'essayer de travailler cette partie-là. Et il y a pas mal de choses qui se font dans ce sens-là, et ça peut se faire notamment en jouant à chaque fois en prenant en compte les émotions, hein, de ne pas se considérer nous-mêmes comme des machines. Des fois, sur certaines réunions, prendre le temps de faire un tour d'émotion. Tiens, ok, qui ressent quoi là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Ça permet aussi de savoir un peu où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Et puis Audrey parlait de regard décalé. Enfin, c'est clairement là-dedans qu'il faut aussi qu'on aille puiser cette ressource pour créer une culture commune. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du Parlement de Loire. Qui est une expérience qui est pilotée par le Polo, mais il y a un écrivain dedans, il y a des philosophes qui sont dedans. Et l'idée, c'est à l'image de ce qui peut se faire dans certains pays, la Nouvelle-Zélande ou autre, le Canada, de voir qu'est-ce qui se passerait si on donnait une personnalité à la Loire. Voilà, ce fleuve de la Loire. Et comment est-ce qu'on peut penser nos projets à partir d'un regard qui est le regard non plus de nous, individus, êtres humains, mais voilà, un fleuve là qui traverse pas mal de départements. Nous, on a expérimenté ça, par exemple, sur nos journées des territoires. On a proposé aux participants d'écrire l'événement, de raconter l'événement par le regard d'un non-vivant. Donc, ça peut être, voilà, ça a donné des formes assez différentes. Hein. C'est celui qui a parlé de la plante verte, de l'acarien, etc. Et c'est une façon de décaler les regards et de permettre de se revoir différemment aussi et de voir nos activités différemment. Et dernière chose, toujours sur ces formats, les formats le hors les murs, les pleins champs pour toutes nos actions, enfin, c'est des choses qui sont vraiment à privilégier. On ne fait vraiment pas du tout les mêmes choses dans une formation qui se fait en plein air dans une forêt que dans une formation en salle, même si on se met en rond, même si on fait tout le nécessaire, c'est pas du tout la même chose qui se crée et qui peut se développer. Voilà, j'ai dit. Merci Rémi d'avoir été profond mais aussi court. Comme ça nous permet de revenir dans le peloton. Keben, je te passe le relais pour le troisième thème. Oui, alors le troisième thème, c'est celui de l'épanouissement. C'est un des sujets de l'éducation populaire. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'épanouir en tant qu'humain. Ça pose la question de comment est-ce qu'on est heureux. Et du coup, en lien avec la transition écologique, on peut poser la question de comment est-ce qu'on s'épanouit, comment est-ce qu'on est heureux dans un monde qui est post-croissance, qui est post-capitaliste, dans un monde sobre. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller vers cette sobriété? Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en accord avec ce qui est nécessaire pour la transition écologique? Ça rejoint ce que disait Audrey sur les récits. Comment est-ce qu'on rend ce futur sobre, souhaitable? Comment est-ce que l'éducation populaire peut contribuer à rendre ce futur souhaitable? Ça, c'est la troisième question qu'on vous pose. Et du coup, si on veut changer l'ordre encore une fois et qu'on veut laisser souffler un petit peu Rémi, peut-être que Audrey ou Rio, tu veux reprendre la parole? Oui, eh ben, il y a un institut qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais effectivement, cette question-là, je pense c'est une question dont s'emparent nos associations et nos réseaux depuis quelques années, quelques années, et en développant toutes sortes de techniques autour des souvenirs du futur, autour de voilà, il y a un peu des outils du pavé aussi qui ont été développés autour du récit. Petite histoire, grande histoire, voilà, qui permet de se projeter dans le passé, mais aussi dans le futur, à partir de comment est-ce qu'on tisse ce lien pour imaginer non pas une coupure, ce qui fait effectivement souvent complètement flipper les gens, mais comment est-ce qu'on travaille à cette continuité. Moi, il me semble que l'éducation populaire est bien bien équipé pour ça.
et que ça fait partie des endroits qui ont inventé beaucoup de choses. Aujourd'hui, de mon point de vue, il y a besoin de diffuser et moi, ce qui me marque, c'est comment est-ce qu'on, effectivement, on sort du discours euh, très angoissant autour de la faim, autour de la mort, voilà, pour récupérer des postures autour de la joie plutôt. Et comment est-ce que c'est aussi une possibilité d'inventer des choses ensemble. Euh, Moi, j'ai l'impression que nos associations ont été beaucoup c'est un mot un peu pompeux, mais ce qu'on appelle des marges instituantes. C'est-à-dire, on invente des choses dans les marges, un peu aux périphéries, comme ça, dans des petits bouts. Et puis après, c'est récupéré par le système et ça devient de l'institution. Donc ça devient du système, ça devient euh, quelque part, c'est adopté par la majorité. Et, et sans ce plaisir-là, je pense qu'on ne fera pas d'institution. On ne le fera pas avec, de la peur et de la colère. Donc bon, je m'arrête là parce que j'ai vachement parlé tout à l'heure. Ça, je laisse de la place à Rémi. J'ai dit. Vas-y, Rémi. Ok. Euh, c'est pas forcément sur cette question voilà, où je serais le plus à l'aise. En fait, c'est un sujet aujourd'hui où j'ai l'impression qu'il y a aussi cette injonction à être justement à être heureux, à être dans le bonheur. Enfin, voilà, c'est être dans la positive attitude. Voilà. Bon, oui, pourquoi pas. Peut-être que si on renversait la question, ça nous permettrait de trouver des solutions aussi, justement. Si on se disait, bah, tiens, comment est-ce que faire pour être encore plus déprimé voilà, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions comme ça. Enfin, c'est une idée. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur je parlais de culture tout à l'heure, une culture qui a été très marquante, en tout cas pour les territoires. C'est ce que Bouba Olga appelait la CAM. Bouba Olga, qui est un chercheur d'Angers, je crois. La CAM, c'est la philosophie de la CAM, c'est compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Et quand on n'est pas dans cette logique-là, bah, du coup, enfin, voilà, on n'arrive pas à être dans un territoire attractif, alors on est déprimé, quand on n'est pas compétitif, alors on se déprime, on n'est pas excellent, alors on se déprime. Je pense que voilà, là aussi, il y a tout un travail enfin, voilà, culturel qui est à faire par rapport à tout ça. Et je pense que les injonctions à être enfin, on a vu que les personnes qui avaient été qui avaient le mieux résisté aux crises, notamment à la crise du Covid, c'était les personnes qui avaient le plus de liens. Donc, on revient à cette idée quand même de reliance, enfin, de faire lien, de faire coopération. Et du coup, ça pose la question pour les structures d'éducation populaire de comment être le plus inclusif possible, enfin, voilà, comme à chaque fois. Et puis, il y a peut-être aussi, quand même, Audrey le disait là juste avant, mais l'éducation populaire a contribué et contribue encore énormément par ces démarches et par ces méthodes qui sont prises et reprises, piquées par tout le monde, réappropriées, retransformées. Et du coup, il y a peut-être aussi des motifs de satisfaction à se donner de temps en temps, plutôt que des horizons à chaque fois jamais satisfaisants et jamais atteints. Et je pense que c'est important de marquer des étapes euh, en se donnant des critères d'évaluation justement sur l'impact qu'on a pu avoir par notre action dans notre association et puis le célébrer. Je pense que c'est aussi ce genre d'étape qui manque un peu aujourd'hui. On veut toujours faire plus, faire mieux, être toujours en développement sans prendre le temps d'acter ce qui a fonctionné, ce dont on peut se satisfaire et le célébrer, enfin, voilà, des fois tout simplement. Voilà, et ce qui incite à partir
de ce qu'on est, voilà, de ce qu'on sait faire à partir des besoins locaux, de ce qu'on arrive à apporter aux personnes. Et je pense que à partir du moment où on arrive à ancrer son action quelque part, c'est aussi une façon pour rendre un peu plus heureux, dans le sens où ça évite les élucubrations d'insatisfaction. On ancre, voilà, on se stabilise aussi sur ce qu'on a pu réussir. Et cette idée de mise en récit qu'on a posée à différentes reprises, elle insiste bien là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait dont on peut se satisfaire et qui pourrait nous permettre d'être un socle, quelque chose qu'on ancre et qu'on stabilise, qu'on inscrit dans notre histoire pour ensuite en écrire une autre. Merci pour ces conseils, Rémi. Audrey, est-ce que tu veux conclure là-dessus? Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit vraiment. Je pense que sur cette... en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que pour aller inventer et imaginer ensemble un monde soutenable, il faut pouvoir à la fois le regarder, en fait, vraiment. Comme il est. Et donc, et ça, c'est difficile en fait pour tout le monde. En plus, parce qu'on est des êtres qui n'avons pas de radar en fait. C'est-à-dire qu'en plus, les êtres humains ne sont pas dotés comme les animaux de la capacité à anticiper, à bien imaginer. Et en fait, souvent au pied du mur qu'on comprend en fait vraiment qu'on est en danger, etc. Alors qu'il y a des animaux qui sont dotés vraiment de la capacité de comprendre vraiment ce qui leur arrive, etc., et d'anticiper des choses. Nous, on est des êtres quand même assez particuliers, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à voir, à accepter en fait le monde qui se transforme et donc à le regarder sereinement, voilà, sans être catastrophique et en même temps en étant conscient. Voilà. Et ça, je pense que c'est ce double enjeu. C'est à la fois de pouvoir travailler à être conscient en fait de ce monde qui se transforme et dans lequel il va falloir agir autrement et vivre autrement, et par ailleurs de pouvoir justement le réenchanter. Donc c'est cette double un peu impératif, quoi, pouvoir être conscient et en même temps de le réenchanter. Et là où je rejoins ce qui a été dit, c'est que je pense que l'éducation populaire c'est vraiment ouvrir justement des actions et des espaces de création pour justement s'autoriser en fait, s'autoriser à créer, à inventer, à imaginer d'autres choses. Alors, c'est bien sûr pas à Peuple et Culture qu'on va le dire, puisque la dimension artistique et culturelle pour justement se projeter autrement, voilà, Peuple et Culture le sait que c'est fondamental, mais en effet, en fait, c'est impossible de se dire là maintenant, allez, inventons le monde demain, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Non, on sait que les petits comme les grands ont besoin de conditions créées, d'imaginaire, de se projeter dans une histoire, de se projeter dans des jeux pour pouvoir en fait se faciliter cette possibilité d'inventer. Donc je pense que là-dessus vraiment il y a tout à continuer, mais à déployer voilà, en utilisant les arts, la création artistique, la création, la culture, etc. Donc ça c'est voilà, jouer. En fait, je continue à jouer pour inventer, se projeter, mais aussi ressentir, ça a été dit, d'être sur le registre des émotions, c'est-à-dire être capable, si on ne ressent pas des choses, on n'ira pas en fait. Donc il y a vraiment ce besoin aussi de pouvoir ressentir ensemble. Et la dernière chose, c'est finalement de s'ouvrir des bulles pour le faire. Et ça, c'est pas facile. Dans nos associations, en fait, on est tout le temps confronté à du speed, à des contraintes administratives qui servent à rien, mais qu'on doit faire, à des tas de trucs comme ça. Et s'ouvrir des bulles de réflexion, des bulles pour se mettre ensemble et se projeter dans un imaginaire et s'offrir du temps pour inventer, et voilà, faut trouver, faut le faire, faut le pousser ça. Et c'est ce que vous faites, la Peuple et Culture, en mettant en place ce cycle de réflexion pour le coup. C'est typiquement prendre du temps. On sait que ça a pris du temps à Peuple et Culture, d'imaginer ces webinaires, de les monter, etc. Voilà. Mais sauf que ça crée des bulles de réflexion pour justement réfléchir ensemble, se projeter, imaginer des choses et s'autoriser à penser ce monde soutenable pour demain matin.
Ouais, ou pour ce soir. Ouais, ouais. Et merci Audrey. Et du coup, Jean-François, je te Oui. laisse introduire le dernier thème. Ben, je vais rebondir sur le mot soutenable. Donc, le dernier thème, c'est la problématique de la responsabilisation, hein, qui est pareil, hein, qui est un noyau dur de l'action et des valeurs de l'éducation populaire. Alors, on est tous bercés depuis maintenant presque 40 ans par cette injonction ne pas laisser aux générations futures un monde invivable, sauf que ça fait 40 ans que ça traîne. Et que, comme disait Audrey, on n'a pas les capteurs pour nous dire que, bah, en gros, ça devient quand même un peu critique. Voilà. Alors, ne pas laisser aux générations futures un monde invivable, bah, qui est concerné, qui se sent concerné par cette problématique. On a eu un très joli témoignage, souvenez-vous, au deuxième webinaire de Maïté Pinchon de l'association 94, cet architecte qui fait des annexes pour accueillir des immigrés dans les maisons. J'ai trouvé ça absolument magnifique. D'ailleurs, moi, j'ai envie de le faire chez moi. Enfin, là, je suis pas en condition de le faire là où je suis, mais de toute façon, c'est ce qu'on fait aussi au quotidien ici. C'est-à-dire qu'en gros, le GIEC dit c'est irréversible qu'on aura une migration extrême climatique. C'est-à-dire qu'on va vivre dans les générations qui vont venir des flux migratoires venant de toutes parts parce que ça sera invivable là où les gens seront. Alors là, en ce moment, on a l'Ukraine, c'est encore une question, mais on va avoir également des flux climatiques et la problématique de Maïté, c'était de dire, en gros, ben, la responsabilisation, ça serait d'accueillir ces flux migratoires. Peut-être qu'il y aura des flux migratoires entre le nord et le sud de la France. Voilà. Ça, voilà. Ou plutôt du sud vers le nord. Voilà. Et donc, en fait, la proposition un peu extrême, c'était de dire, en gros, ben, co-construisons avec ces acteurs en mouvement des endroits chez nous, dans des collectifs où il y a un coin pour accueillir ces fameux migrants quoi, qui seront là quoi, et qu'il faudrait ne pas entasser dans les mêmes endroits, dans des urbanités impossibles. Voilà. Alors, faut-il se responsabiliser jusque-là, hein, voilà. Alors, ça c'est une problématique qui a été abordée avec un exemple concret. Moi, je voudrais titiller nos intervenants sur quelque chose qui est quand même, me semble-t-il, au cœur de ce qui se passe socialement et aussi au cœur d'une interpellation de l'éducation populaire. C'est qu'on a un phénomène massif de délégation de la responsabilité aux collectivités publiques. Moi, j'ai fait 2 ans d'adjoint au maire dans ma commune. J'ai vu ce mouvement de fond de délégation de tout. Quoi. La collectivité doit s'occuper de tout. Quoi. Voilà. Et pendant ce temps-là, la société civile grogne sur le fait que la collectivité n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ça reprend pour l'éducation populaire, ça nous concerne parce que on est quand même de plus en plus pris dans le rayon de la collectivité publique. Alors, on peut se rassurer en disant qu'on est le poil à gratter de la collectivité publique et qu'on produit de l'instituant qui ensuite va généraliser. Ça, c'est le bon côté, comme le disait Audrey. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi simple et aussi évident.
il y a quelque chose dans l'éducation populaire qui vient, je reprendrai les mots qui viennent d'être dits, c'est-à-dire être instituant, répondre strictement à un appel d'offres concurrentiel en faisant du mimétisme de ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est instituant? Hein, le plaisir d'une vraie création. Est-ce que dans ce cas-là, on a, comme l'appel que faisait Rémi, sur le plaisir de la vraie création? Alors, on est peut-être loin de la responsabilisation, mais en même temps, voilà, ce que je voulais, c'est lancer un peu ces problématiques, ces thèmes autour du champ de la responsabilisation à nos trois intervenants. Voilà. Alors, là aussi, on va éviter que Audrey prenne la parole dans l'immédiat, parce qu'elle vient de causer. Peut-être son homologue, ou alors Rémi. Je peux commencer, oui, si ça vous va. Enfin, vaste sujet. Enfin, déjà, sur la question de la responsabilisation, il y a aujourd'hui, attention, responsabilisation et culpabilisation qui peuvent parfois aller de pair. Et qui pour moi s'avère problématique, la responsabilisation des individus, la culpabilisation des individus qui dédouaneraient en tout cas certaines dynamiques et démarches. Je pense qu'il faut quand même le mettre en préalable. Après, je pense que sur cet enjeu, oui, on a tous une responsabilité individuelle, et encore une fois, si on l'accroche à un territoire, il me semble que ça permet d'aller un peu plus loin. On est responsable d'un territoire en commun. Et quand on parle de ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de commun dans le sens de rivières à gérer parce qu'elles vont s'assécher, ou enfin, voilà, de ressources qui sont là et qu'il va falloir gérer. Il y a aussi une question qui est importante, c'est la responsabilité par rapport à tous les communs négatifs dont on hérite, dont on va hériter, et qui va se poser à nous. Alors, ça rejoint peut-être pas la question sur comment rendre cette transition écologique festive et joyeuse, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question de tout cet héritage-là qu'on peut avoir, de parking de supermarchés, de zones de stockage de déchets divers et variés. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les gère en commun? Il n'y a pas que le commun positif, la jolie rivière qu'on va rendre baignable, il y a aussi cette question des communs négatifs, et on va être responsable de ce commun qu'on va hériter, ou en tout cas dont les générations futures, nous-mêmes, allons hériter, et qui auront été produits par d'autres, ce qui va poser quand même une vraie question très, 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 très délicate. Après, par rapport à cette question de la responsabilité, il me semble que la dimension collective, elle est importante. Et puis là aussi, ça rejoint la notion de transition écologique et sociale. Il ne faut pas oublier ce petit terme derrière. La transition écologique, elle est sociale, et c'est le GIEC qui le dit. Et quand on parle de ça, c'est aussi qui est-ce qu'on rend responsable, et comment est-ce qu'on valorise aussi des choses qui peuvent se faire. Nous, on travaille par exemple dans le cadre du Carrefour des métiers, à tout ce qui peut être valorisé dans le cadre des populations issues des quartiers prioritaires politiques de la ville, et des populations qui sont les plus pauvres, à qui on va souvent apprendre la transition écologique. On est souvent dans cette démarche-là. On va leur apprendre à trier les déchets, on va les sensibiliser sur ces aspects-là. Alors que dans les chiffres et dans les faits, c'est pas forcément eux qui sont le plus responsables de la production de déchets. Alors, je sais plus quel est le rapport, je crois que c'est Greenpeace qui a sorti un rapport qui montrait que, grosso modo, 5% de la population la plus riche mondiale qui produit 50% des déchets, voilà, et de l'impact sur l'environnement dans le monde. Donc voilà, on est sur ça, qui est responsable de quoi. Maintenant, pour le recentrer sur les questions
de nos associations, comment responsabiliser et avoir des pratiques responsables au niveau de nos associations. Il y a des choses qui peuvent aussi s'expérimenter là-dessus, un peu à l'instar de ce qui peut se faire sur les droits culturels, avec des grilles d'analyse ou des grilles types qui permettent de dire et de savoir si, quand on organise un événement ou quand on organise quelque chose, c'est bien responsable ou éco-responsable. On peut le qualifier comme on veut. Et il peut y avoir des démarches qui se font comme ça dans les instances aussi de fous du roi, enfin, voilà, où avant chaque session, on désigne 2-3 personnes qui sont chargées de dire tiens, là, on n'est pas du tout éco-responsable, on n'est pas inclusif, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on n'est pas dans l'éducation populaire, et qui soulèvent cette problématique, ce qui permet souvent d'avancer. Voilà, par rapport à cette question de la responsabilité, j'ai pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est cette dimension-là. Qui est responsable de quoi? Chacun porter notre juste part pour pas non plus que ce soit trop lourd, et puis faire en sorte à chaque fois, oui, de peser voilà, de bien peser l'impact de nos actions. Une dernière chose, si peut-être, sur la question de la valorisation des savoirs et des savoir-faire. Il me semble que là aussi, le GIEC parle de ce qui peut être valorisé dans les savoirs indigènes. Alors, savoir indigène, c'est tout de suite, on pense à des contrées éloignées. D'ailleurs, l'association Survival International fait un très bon travail là-dessus. Mais ça peut aussi arriver chez nous. Enfin, aujourd'hui, comment est-ce qu'on valorise des pratiques comme la vannerie, la poterie? Enfin, comment est-ce que justement des structures d'éducation populaire remettent ça au goût du jour ou dans les pratiques courantes? Ça se fait déjà. Mais ça se fait souvent par une approche artisanat d'art et pas forcément par une approche voilà, développement durable dans cette dynamique-là. Voilà pour la partie responsabilité. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais c'est ce que ça m'inspirait. Donc, j'ai remis mon micro. Donc, merci Rémi. Audrey Oriot, peut-être. Et puis, voilà, ou Audrey Baudot, comme vous le sentez. Je ne sais pas, vous m'entendez là? Ouais. Oui. Vas-y Audrey, si tu veux. Alors, qu'est-ce que je... en fait, oui, je vais prendre 2 exemples tout à fait différents pour illustrer, parce qu'en fait, finalement, en tous les cas, du point de vue des associations et de la démarche d'éducation populaire, on peut attraper finalement la question de la responsabilisation par des entrées tellement différentes, je trouve. Et donc, du coup, il y a à la fois ce cheminement vers une transition tout à fait structurelle des associations, et c'est quand même pas facile. C'est pas simple. Donc, c'est, je pense, vraiment cette idée de pouvoir se dire finalement, je suis une association d'éducation populaire, comment j'interroge en fait, mon mode de consommer, mon mode de transport, mon mode de fonctionner. Donc, tout ça, si chaque association déjà le faisait et démarrer, je cherche des partenaires locaux et petit à petit, je construis un écosystème de proximité cohérent qui va de l'alimentation dans mes centres de loisirs au transport, etc. Ça se travaille, je pense, pour le coup, petit pas par petit pas, et c'est quand même pas facile. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'en tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas si facile à faire, et que c'est là-dessus qu'il faut vraiment, je pense, jouer le petit pas, mais du coup, ça, c'est une démarche, en fait, qui joue de la responsabilisation. Un autre exemple que je vais vous donner complètement différent et qui fait écho à ce que disait tout à l'heure, tout à fait Jean-François, c'est vraiment cette idée de, par exemple au CNAGEP, là, on a décidé de mener un cycle de travail au long cours, ça va durer 5 ans, sur justement la lutte contre les idées d'extrême droite.
Un, parce que bien évidemment, enfin, nous, on pense que l'éducation populaire est profondément incompatible avec les idées d'extrême droite. Mais au-delà de ça, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Jean-François, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables d'avancer et de lutter contre ces idées, alors nous ne serons pas capables demain de faire en fait société avec tout ce petit monde qui bouge, qui migre pour des raisons différentes, certaines écologiques, climatiques, certaines pour des raisons de guerre, et on sera incapable d'avancer avec une richesse aussi d'apport de ces personnes, en fait, puisqu'on ne les regarde jamais comme des personnes riches de quelque chose. Et donc, du coup, là-dessus, il y a, voilà, et donc nous, c'est notre petit pas, en fait, qu'on va essayer d'avancer, c'est de pouvoir attraper à bras-le-corps cette question de la montée des idées d'extrême droite. Et donc, c'est cette idée-là qu'on ne veut pas, on n'arrive pas, en tous les cas, à avancer tous ensemble. Voilà. Bon, bah, ça, c'est aussi une autre façon d'être dans la responsabilisation et de se dire, en fait, il faut avancer cette question parce que quand les choses vont se compliquer et que les gens vont bouger, etc., si on n'accueille pas avec intelligence, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, du coup, voilà, c'est une question de responsabilisation, tout autant voilà, que la question structurelle, je pense. Donc, voilà, comme quoi ça peut s'attraper de façon différente. Et par contre, pour moi, les deux questions qui restent, que Audrey a évoquées aussi, c'est que la question de la responsabilisation va devoir passer nécessairement par est-ce qu'on fait ensemble ou pas, est-ce qu'on coopère ou pas. Et ça, je pense qu'on n'y est pas, qu'on a des marges de progression, en effet, et que ce n'est pas évident. C'est pas, voilà, mais en tout cas, il y a une question de coopération et de se dire est-ce que cet enjeu-là dépasse et on se met tous ensemble parce que ça dépasse nos intérêts particuliers. Donc, il y a vraiment cette question-là et là-dessus, voilà. Et la deuxième, c'est la responsabilisation politique. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réussisse dans nos démarches d'éducation populaire, en tant qu'association d'éducation populaire, à inclure des élus, quel que soit le niveau, pour, à un moment donné, influencer les décisions politiques. Et donc là-dessus, le CNAGEP, forcément, lui, s'intéresse à ça, puisque c'est son taf d'être dans cette tentative d'influencer les politiques publiques. Et bon, voilà. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a nécessairement de ça. C'est comment, à un moment donné, dans nos escarcelles, on arrive à aussi inclure des élus qui vont à leur tour attraper la question réellement et comment, à un moment donné, on va aussi à infléchir des décisions politiques parce qu'il y a une vraie responsabilisation politique qu'on ne peut pas nier. Merci Audrey. Donc, écoutez, on est parfaitement dans le budget temps qu'on s'était alloué. Donc, on a du temps pour faire en sorte que les personnes qui ont fait des commentaires au cours des questions à poser puissent être relayées par Maxime là, de Peuple et Culture, qui va, donc je pense, peut-être sortir de l'écran noir pour... voilà. Ok, merci Maxime. Voilà. Donc je te laisse la partie... Peut-être oui. Jean-François, de laisser la parole à Audrey, je crois. Ah oui, excuse-moi Audrey. Non, mais il n'y a aucun souci. Si on est just en timing, il y a... Non. Moi, je l'ai pris sous un angle... pardon. Sous un angle hyper pratico-pratique, cette question de la responsabilisation. Et en fait, je me suis référée à mon expérience et à un domaine un peu particulier qui est celui du numérique. Et voilà, moi, dans mon boulot, je travaille beaucoup sur la question du numérique éthique. Et donc, c'est un sujet hyper vaste, c'est un sujet complexe, c'est un sujet sur lequel on n'a pas énormément de prise. Et du coup, j'avais envie de vous partager un outil qui est chouette, voilà, et que j'utilise moi souvent dans mon boulot et qui est un outil libre, gratuit, voilà, donc qui permet aussi d'illustrer une démarche en fait qui me paraît moins intéressante. Donc ce truc-là, ça s'appelle Métacarte, faire ensemble, et ça s'appelle donc numérique éthique. Et l'idée, c'est que le principe, c'est de se dire qu'on est sur un chemin. Je vous montre juste ça comme ça, à quoi ça ressemble. Et que donc, pour réussir à entrer dans
dans une façon d'utiliser le numérique qui soit éthique, eh ben, il faut à la fois commencer par faire un diagnostic et puis ensuite construire ensemble les actions pour changer. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans cette vision-là, c'est que la question de l'éthique, elle est décomposée dans plein de cartes différentes en fait. Qu'est-ce qui fait pour moi l'éthique? Est-ce que c'est le fait de la protection des données? Est-ce que c'est la consommation d'énergie de mes équipements? Est-ce que c'est la façon dont sont traités les travailleurs qui construisent les logiciels ou le matériel que j'utilise? Donc en fait, on se rend compte que derrière un mot d'éthique, il y a en fait une myriade de questions. Et que pour commencer à avancer à petits pas, effectivement, et ben, commençons par nous mettre d'accord sur c'est quoi nos critères les plus importants, par quoi on commence. Et du coup, on peut choisir, ben voilà, on va plutôt privilégier tel et tel critère. Et par rapport à ça, ils proposent dans ce jeu et donc sur le site internet toutes sortes d'outils qui vont beaucoup plus répondre aux critères, enfin, ou en tout cas qui sont attentifs à ces critères éthiques-là. Et il me semble que enfin moi en tout cas je trouve que la démarche me parle, c'est-à-dire que je suis responsable d'une partie du chemin, nous sommes responsables collectivement d'une partie des chemins, mais il y a des ressources, des gens qui réfléchissent aussi à ces questions-là, et donc allons voir ce qui existe autour, tout ce qui se fait. Voilà, il y a vraiment déjà beaucoup de choses qui existent. Donc simplement en allant les chercher, on va y arriver. Et effectivement, la question politique, elle est majeure, mais c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout, Jean-François, la même vision que toi. C'est-à-dire que de là où je suis dans le milieu professionnel dans lequel je baigne, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément une injonction à faites votre part, voilà la question des colibris, et même des colibris qui se sont fait surattaquer en disant ça suffit, faites votre part, où est le politique là-dedans, il y en a ras-le-bol de se faire culpabiliser, et donc j'ai l'impression qu'on est peut-être dans un moment de retour, oui, de retour aux politiques, ou en tout cas d'une attente plus large, mais aussi parce que on a touché du doigt le fait que nos actions individuelles n'y suffisaient pas. Et donc, j'ai l'impression qu'on est dans un moment un pas de plus, quoi, sur le fait que oui, il y a et les actions individuelles et nos actions politiques collectives. Et voilà. Je sais que je suis un peu positive. Hein, j'ai un petit côté ravi de la crèche sur on va y arriver, mais en tout cas, voilà, je m'arrête là. Okay, merci Audrey, et puis excuse-moi de t'avoir zappé. Pas de souci. C'est le soleil du sud qui va me taper sur le citron. Donc là, du coup, on a bouclé nos 4 entrées. Donc bon, là, du coup, Maxime va prendre le relais pour se faire l'écho des personnes qui nous font l'honneur de nous écouter. Je te laisse la parole, Maxime. Oui, peut-être pour poursuivre sur cette question de bulle d'air et cette question de ravi de la crèche. Chez nous, on a 2 phrases au bureau, une qui dit où c'est écrit au pire ça marche, et l'autre où c'est écrit la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Bon, voilà, ça va un peu parfois dans ce sens-là, et c'est des choses voilà, où effectivement, parfois ça a un côté un peu peut-être optimiste, mais en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses, et je crois qu'en tout cas la première discussion là nous permet de revenir, oui, sur cet aspect un peu de bulle d'air. Et donc Vincent posait un peu quand on parlait de bulle d'air, disait oui, maintenant il faut reste le temps,
il faut trouver le temps de le faire, il faut arriver à ne pas retourner dans sa logique administrative ou dans son quotidien. Et donc ça, c'est sûrement le plus gros enjeu. Et peut-être revenir, voilà, on a beaucoup parlé de coopération, on a beaucoup parlé de transition au singulier, avec souvent des remarques, c'est quand même une question qui est à traiter au pluriel. Rien que le titre de notre cycle sur la transition écologique et l'éducation populaire, dès le premier webinaire en janvier, il y avait effectivement dès le début cette idée que bon, l'autre titre aurait pu être pensé au pluriel. Je ne sais pas si vous voulez peut-être revenir là-dessus, sur cette notion de, voilà, pourquoi pas un chemin de transition, pourquoi des chemins, et ce que ça vous évoque sur cette notion de pourquoi voir les choses au pluriel. Je veux bien me lancer si vous voulez. Déjà, la transition, souvent, on la qualifie. On y rajoute un petit adjectif, soit écologique, soit social, soit démocratique, soit numérique. On parle de différentes choses autour de la transition en fonction des sensibilités de chacun. Je pense que l'enjeu, c'est en effet bien les transitions, dans le sens les transformations qui vont nous concerner. Et pour cette idée de singulier ou de pluriel, le singulier, elle laisse à croire qu'il y aurait une recette toute faite qui pourrait être applicable et duplicable partout, pour toutes les structures, et valable à tout endroit, sauf que ce n'est pas le cas, puisque dans tous les territoires et partout, il y a des dynamiques particulières, il y a des gens particuliers, il y a des acteurs particuliers et des ressources diverses et variées. Donc oui, on ne peut pas parler d'une transition, mais bien de transition au pluriel. Je vous invite peut-être, en tout cas, si vous avez des questions, parce que Jean-François disait de se faire la parole des personnes dans la salle. Pour l'instant, j'ai pas encore suffisamment de... T'as fait pleurer le bébé. Effectivement, j'ai pas encore pour l'instant beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à les écrire, ou vous pouvez même, on peut arriver à faire en sorte que vous preniez la parole pour les poser. Mais en tout cas, moi, j'ai noté une question sur... effectivement, il y a le sentiment, en tout cas, que cette approche autour de la coopération et autour des transitions peut être un moyen de redynamiser nos associations, de redynamiser notre fonctionnement et notre manière de travailler. Je ne sais pas si est-ce que ça fait écho avec ce que vous dites, avec ce que vous pensez, et la question en fait de savoir, voilà, les acteurs des transitions et les acteurs de l'éducation populaire, est-ce qu'ils peuvent faire partie d'un même archipel, et si oui, pourquoi, et quelles seraient les difficultés, et quelles sont un peu les difficultés pour qu'on arrive à être sur un même archipel. Moi, je veux bien prendre la parole peut-être sur autour d'une double réponse. D'abord sur la question des transitions, parce qu'il me semble que c'est l'essence même de nos approches d'éducation populaire, c'est-à-dire de tester des choses, de tenter, de pratiquer, de regarder quelles graines poussent et lesquelles ne poussent pas. Et du coup, d'avoir un regard plutôt a posteriori, et aussi un regard réflexif, quoi, sur comment on a fait pour que ça marche, qu'est-ce qu'on peut en transmettre, qu'est-ce qu'on n'aura pas besoin de transmettre. Voilà. Enfin, en tout cas, laisser l'autre libre de prendre ce qu'il aura besoin ou envie de prendre. Mais, donc, voilà, je pense qu'on vit dans un monde d'abondance extrême, et que cette abondance-là, elle nécessite des expérimentations. Et sur est-ce qu'on peut faire partie du même archipel, peut-être, ou en tout cas d'archipels qui seraient pas très loin, avec des pirogues qui iraient d'un archipel à l'autre, pour reprendre la métaphore de comment est-ce qu'on fait le lien. Voilà, donc qui sont les gens, les organisations,
Je pense que le CNAGEP, par exemple, c'est un endroit où on peut faire du commun, où on peut partager, où il y a des formes d'interconnaissance. Voilà, on peut construire des stratégies aussi envers le politique. Euh, donc, oui, enfin, moi, c'est un point de vue, parce que c'est ce que je porte et ce qui m'anime dans mon travail et dans ma vie privée aussi. Mais évidemment, pour moi, si on n'apprend pas à faire ensemble mieux que ça, ou plutôt si on réapprend pas à faire ensemble, parce qu'il me semble qu'on a désappris, y compris pour des raisons politico-économiques, hein, euh, on risque d'avoir des difficultés. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse prise de conscience sur le fait que, euh, en apprenant à faire ensemble, c'est une des voies, quoi. J'ai dit. Je dis un mot et après, je crois qu'il y a un Vincent qui veut bien aussi dire un mot. Sur les questions de coopération, en fait, je crois que c'est une question aussi un peu de timing, là, c'est-à-dire que on sera obligé de toutes les façons, à un moment donné, d'être dans la coopération, moi, il me semble. Sauf que ce qui serait intelligent, c'est qu'on le fasse avant d'être obligé, en fait. Et c'est ça, je ne suis pas sûre que ce timing-là, on le fasse bien, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment la question que je me pose, que je pose. Je suis dans un collectif qui s'appelle le CNAGEP, donc autant vous dire qu'elle m'intéresse grandement, cette question. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, on va être obligé à un moment donné. Est-ce qu'on va avoir l'intelligence de ne pas être au pied du mur pour le faire et de le faire de notre volonté de coopérer avant d'arriver dans des moments où on est obligé. Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on le choisit? Est-ce qu'on est acteur de cette coopération ou est-ce qu'on le fait parce qu'on n'a plus le choix? Voilà. Donc là-dessus, je crois que c'est ça, c'est ce timing-là qui nous appartient. Et la deuxième, sur les questions de transition, moi justement, quand je suis arrivée au CNAGEP, j'avais vraiment été frappée par un texte qui avait été écrit par le groupe d'appui transition écologique parce que je trouvais ça intéressant comme il posait les choses au départ, c'est de dire de toutes les façons, le monde ne nous satisfait pas tel qu'il est. Il est rempli d'inégalités, c'est juste insupportable tout ça. Donc de toutes les façons, appréhender des transitions et une transition vers un monde différent avec une convergence des enjeux écologiques, économiques et sociaux, de toutes les façons, c'est une opportunité. Donc, plutôt que de regarder le seul prisme écologique et qui pourrait être navrant, qui pourrait être déconcertant et de se dire, voilà, c'est que de toutes les façons, ce monde ne nous convient pas. Donc, ça tombe bien. Profitons-en pour, en effet, agir dessus. Et voilà, donc regardons comme une opportunité, finalement, ces enjeux. Bon, bah, sauf qu'on voilà, c'est... En tous les cas, déjà, de se dire ça, je trouve que ça change le prisme, en fait, la façon dont on se met en mouvement, quoi. Merci beaucoup. On peut peut-être effectivement laisser la parole à Vincent qui souhaitait poser une question, témoignage. Je pense que si je clique là, on peut t'entendre, Vincent. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Bonjour tout le monde. Donc moi, je fais partie d'une association qui s'appelle TRIEF Transition au pluriel Écologie et qui travaille, en fait, elle s'est fixée comme mission, donc ça fait une dizaine d'années qu'elle existe, de jouer un rôle de plateforme et de créer du lien ou de renforcer les liens existants entre les différentes structures, que ce soit des associations, les communes, les collectivités territoriales, enfin la Comcom, des entreprises qui ont tout un lien plus ou moins fort avec la transition au sens large. Donc nous, on parle de transition écologique, mais le S laisse entendre que dans cette transition écologique, il y a le social, il y a d'autres aspects, mais tout ça rentre dans le même package. Et justement, on a fait le choix en fait de ne pas mettre transition écologique et sociale parce que le social est un des aspects. Et en fait, je voulais poser ma question avant qu'Audrey Baudot, je crois qu'elle a parlé en dernier, prenne la parole. Et quelque part, elle pose la même question que moi, c'est comment on fait parce que
On a par exemple organisé des journées interstructures à la suite de la suppression d'un événement que l'association porte depuis 10 ans, qui a été annulé parce que le pass sanitaire est obligatoire et qu'il n'était pas question pour la SOS de le faire. Et donc, moi, j'ai animé un forum ouvert avec les associations qui a très bien marché. Et puis ensuite, ça a un peu fait pchit la première fois. Il y avait 14 structures qui étaient là, une trentaine de personnes. Et puis, la dernière fois, la troisième, il n'y avait plus que 9 personnes. Et donc, on se pose la question de comment, c'est où que ça bug. Comment est-ce qu'on garde cette dynamique? Comment est-ce qu'on l'entretient sans s'épuiser parce qu'on n'est pas très nombreuses dans la sauce? Comment on délègue? Comment on fait que les autres assos, structures prennent le truc à bras le corps sans être non plus, sans se poser en structure, je ne sais pas comment dire, au-dessus. Voilà, c'est super compliqué et j'avoue que je bois un peu la tasse actuellement à ce sujet-là. Je veux bien vos éclairages si vous en avez. Merci. Ouais, moi je veux bien apprendre, peut-être, c'est un peu le cœur de mon métier. Du coup, je partage la difficulté. Faciliter des collectifs, c'est chaud, quoi. C'est compliqué. Il me semble que il y a beaucoup à travailler autour de l'efficience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour le moins d'énergie possible, a le plus grand effet. Et en fait, de venir renforcer, j'ai l'impression, enfin, c'est en tout cas un des ressorts que j'utilise, de venir renforcer des choses qui existent déjà, en fait. Des choses qui se font déjà et qui vont venir donner un coup de main aux membres, en fait, pour effectivement ne pas en rajouter. Parce qu'on a déjà, enfin, c'est déjà souvent des gens qui sont polyimpliqués, qui sont dans plein d'assauts, qui en ont déjà, enfin voilà, je fais pas le tableau, vous voyez bien vous voyez bien ce dont je parle. Et donc effectivement, il y a cette question de, enfin, notamment dans Transiscope, on s'est posé la question de comment est-ce que vous pouvez avoir du temps pour venir ici et contribuer. C'est quoi ce qui vous ferait gagner du temps? Et un des trucs qui est apparu qui ferait gagner du temps, c'était le petit tour de table du début sur l'actualité des assos, qui faisait quelque part la veille. En un quart d'heure, on avait fait un peu la veille sur les assos de la transition, où sont, c'est quoi ce qui se passe chez les uns chez les autres, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les galères. Et c'était un collectif suffisamment de confiance pour qu'on soit sûr que la confidentialité était là et qu'on n'allait pas. Donc on pouvait se dire vraiment aussi les choses concrètement. Et donc il me semble que parfois juste interroger les gens sur à la fois ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce qui leur donnerait un coup de main, qu'est-ce qu'ils trouvent et qu'est-ce qu'ils viennent trouver, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ça peut être une solution. J'ai dit. Moi, je n'ai pas du tout de réponse à la question, mais j'insisterai sur la place des jeunes, en fait, de nouveau, pour dire que, en fait, s'il y a bien un sujet sur lequel ils sont agissants, c'est sur cette question-là, des conditions climatiques, de l'écologie, sauf qu'ils agissent dans des formats qui ne sont pas toujours ceux que pour le coup, que les associations attendent, en fait, il n'y a pas il y a un petit décalage. Donc, je pense qu'accueillir, en fait, les jeunes dans leur façon de dire les choses sur cette question et dans leur façon d'agir, ça peut, en tous les cas, renforcer des associations, ça peut renforcer des actions. Ça, je le dis aussi au pouvoir public, qui sont extraordinaires, parce que, par exemple, sur ces questions-là, ils sont encore sur le registre de il faut éduquer les jeunes à l'environnement. Alors, en fait, les mecs, comment vous dire, en fait, les jeunes, ils sont déjà dans la rue en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, je pense qu'en termes d'éducation, ils ont compris 2-3 trucs. C'est juste, est-ce qu'on peut se mettre à les écouter
pour, voilà, pour peut-être agir. Et donc, on reste en fait assez quand même, on a encore du mal quoi, à accueillir la parole des jeunes et l'action des jeunes sur ces enjeux-là, alors qu'en fait, ils sont déjà en prise, pas tous bien sûr, mais en tous les cas, c'est une question vraiment qui les intéresse. Merci. Il y a encore une prise de parole de Chantal et Michel. Je vais aussi leur donner la parole et ce sera aussi la dernière question avant de laisser Thében conclure. C'est un petit peu en complément de la question que j'avais posée par écrit. Je pense que ce qui peut nous faire gagner du temps, c'est d'apprendre ensemble, d'expérimenter ensemble comment on peut justement mettre plus de coopération dans nos façons de faire. Et c'est pour ça que je me demandais si l'éducation populaire peut faire des propositions de formation dans ce sens-là ou d'échange de pratiques aussi. Parce que bon, moi, je suis Colibri, je fais partie d'un collectif de transition. La mairie nous refuse le terme social, nous interdit d'avoir une action philosophique dans la nouvelle convention qui veut nous faire signer pour le local qui nous prête. C'est des choses ahurissantes. Mais bon, nous, on continue comme on peut malgré tout. Et je pense qu'en essayant de faire une gouvernance partagée, on apprend, ça résonne un peu avec ce qui a été dit plusieurs fois, ne pas attendre qu'on soit coincé, mais commencer déjà à expérimenter. Et en même temps, pour expérimenter, on a besoin de se former. Et on a voulu demander une formation avec je ne sais plus, un fonds qui permet d'avoir un truc. Mais alors, il faut faire un CERFA, c'est très compliqué. Il y a des dates très, très précises. On s'est fait piéger par le temps et voilà, c'est ça, LDVA, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres choses plus simples qui permettent de financer des formations ou est-ce que les associations d'éducation populaire peuvent jouer ce rôle-là vis-à-vis d'autres associations? Voilà, c'est un peu les questions que je me posais. Moi, je peux répondre pour ma paroisse dans la formation AnimaCop, donc une formation sur la coopération, mais c'est une formation qui est assez longue. Mais en tout cas, on a un système où on accueille des gens, quelle que soit leur situation, enfin, qu'ils puissent payer ou pas, voilà, ou au niveau de ce qu'ils peuvent payer. Mais en tout cas, ça nous paraît une démarche importante effectivement d'être dans la transmission. Voilà, donc c'est ça, et puis mettre des outils à disposition, donc c'est-à-dire que tous nos contenus de formation soient partagés sincèrement, donc ça veut dire qu'ils puissent être réutilisés par d'autres, pour que effectivement cette chaîne de transmission elle se fasse, et ce qui était des pratiques assez comment dire ça, assez isolé il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus d'assauts le font. L'Université du Nou, leurs contenus sont tous pareil, libres. Instant Z, c'est pareil. Voilà, on voit bien que cette culture-là du partage et de formons-nous collectivement, échangeons nos outils, et on ne va pas y perdre ni notre personnalité ni notre âme, ça se développe. Donc effectivement, je pense que c'est important. Et oui, même pour payer les salariés, pour trouver les financements. Ouais. Je sais, la formation professionnelle, c'est un champ compliqué. Audrey, Rémi, vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette... Je risque de faire pleurer le bébé de nouveau, donc c'est un peu compliqué. Mais, non, je voulais quand même redire, et aussi en compassion avec Vincent, oui, en effet, c'est très compliqué de faire ensemble et d'animer des démarches collectives, et notamment avec plusieurs acteurs. Après, un petit clin d'œil, je ne sais pas si tu connais Stéphane Loukianov sur le territoire, il peut être appuyé comme ça. Mais cela dit, alors sur justement comment est-ce qu'on maintient une dynamique, il y a des territoires qui arrivent, qui y parviennent quand même. Et ceux qui y arrivent, c'est quand à un moment donné... Ah, je refais pleurer le bébé. Et ceux qui arrivent, ceux qui y parviennent, c'est quand même à un moment donné là où il y a une implication de la collectivité qui se fait.
parce qu'en fait, ça enclenche quand même quelque chose de plus stable, forcément. Voilà, et je prends l'exemple de la Biovallée, qui a un territoire assez intéressant par rapport à ça, qui a réussi à faire qui a constitué une association de territoire qui rassemble 3 intercos, qui rassemble des collectifs de citoyens, des collectifs d'habitants, des acteurs économiques, etc. Donc c'est aussi une forme d'organisation qui est intéressante parce qu'en effet, aujourd'hui, on voit que oui, il y a plein d'archipels, mais il manque en effet les pirogues et les ponts. Et les acteurs qui font pirogues et ponts, souvent, ils sont pris dans les eaux. Là, ils ne sont pas assez d'un côté, pas assez de l'autre. Enfin, bref, ils sont toujours pris dans cet entre-deux. Et cette idée de gouvernance partagée, de s'associer avec aussi des collectivités dans la gouvernance, c'est une façon de pérenniser de cette façon les actions qui ont été impulsées. Voilà. Merci Rémi. On va essayer de respecter le temps et le déroulé et on va donc du coup terminer cette phase de questions et donner la parole à Teben pour la conclusion de ce cycle. Oui, et du coup, ce sera une conclusion sous forme de prochain petit pas, justement, vu que ça a été la thématique de la soirée. On s'est appuyé pour la réflexion aujourd'hui sur un texte qu'on a écrit sur une base que Jean-François nous a proposée. Et du coup, avec les apports qu'on a eu aujourd'hui et avec les questions que vous avez posées, on va rédiger ce texte, on va l'amender, on va l'enrichir, on va essayer de le rendre concret et utilisable. Et du coup, on vous en fera un retour et on vous le mettra à disposition justement pour partager nos réflexions qu'on a eues aujourd'hui et que d'autres personnes n'aient pas à refaire le travail qu'on a fait aujourd'hui, justement. Et voilà, et je ne me tenterai pas à essayer de conclure sur le contenu de la soirée parce que c'était beaucoup trop riche. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu et merci à Audrey et Rémi d'avoir répondu à nos questions. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, cet aller-retour entre réflexion plutôt poussée et prochain petit pas très concret. Moi j'ai noté plein d'idées, j'espère que ça vous a plu aussi. Et merci à Peuple et Culture d'avoir proposé ce cycle aussi. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée à vous alors.